pense qu'être compositeur en 2022 nécessite d'avoir une ouverture d'esprit énorme sur le monde dans lequel on vit. Moi, en tant que compositeur, j'ai juste envie de laisser un témoignage de mon époque. Bon, la pièce on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu, mais la pièce qui a été créée ici au Théâtre du Châtelet est une pièce qui prend en considération des enjeux écologiques qui me paraissent vraiment essentiels. Laisser un témoignage sur la société dans laquelle on vit, essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est vraiment ma démarche initiale, elle est là, dans la compréhension du monde dans lequel je vis. Ensuite, j'ai vraiment envie de vous dire qu'être compositeur aujourd'hui, en 2022, c'est pas être compositeur dans sa tour d'ivoire, c'est pas se fermer sur soi-même et puis essayer d'inventer les plus belles choses possibles d'un point de vue musical pour soi, mais c'est la question du partage, la question de l'ouverture. Ça fait une dizaine d'années que je partage ma vie entre Paris et Tokyo. Forcément, la manière dont je suis à Tokyo est très différente de la manière dont je suis à Paris, et pourtant je vis sur la même planète. Et ça, ce sont des enjeux qui me questionnent, qui m'importent très 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 fortement. Et j'essaye dans ma musique de questionner ces choses-là. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, par-delà les conditionnements culturels ou notre culture ou nos cultures, comment est-ce que c'est possible de concevoir ou de questionner le rapport entre les différents êtres? Les êtres humains ensemble, mais aussi l'être et la nature, et les êtres et les animaux, etc., etc. Alors, mes influences et mes processus, curieusement, ne viennent pas forcément du monde directement musical ou du monde des compositeurs, mais j'aime beaucoup me nourrir des autres disciplines artistiques ou voire philosophiques. Donc voilà, j'ai une collaboration notamment avec François Julien, qui est un philosophe qui m'a beaucoup marqué et qui a été très important pour moi, à la fois d'un point de vue personnel dans le rapport que j'entretiens avec le Japon et également dans certains concepts que j'ai utilisés comme des outils de composition. J'ai essayé de transposer des concepts philosophiques en outils de composition. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Et en fait, cette question de la composition, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la question de l'ouverture et du partage, du lien. Créer du lien entre des choses qui sont très différentes. On vit dans un monde extrêmement hétérogène, mais en même temps, pour l'instant, le monde tient. C'est-à-dire que malgré le chaos que pourraient susciter des idées complètement divergentes ou des entités complètement divergentes, on arrive à créer du lien entre tout ça. Et je trouve que cette force-là, ce lien, est quelque chose qui nourrit vraiment mon processus de création. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, en 2014, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Tetris et qui fait évidemment référence à un jeu vidéo, mais qui fait aussi référence à une cantate de Rameau qui s'appelle Tétis. Et donc j'ai essayé de travailler sur cette cantate de Rameau, sur le jeu vidéo, et de voir comment les deux comment on pouvait imaginer ou construire une sorte d'inouï entre deux choses qui n'ont rien à voir. Parmi d'autres projets que j'ai pu avoir, on a travaillé avec Noémie Boutin et Emmanuel Perrodin, sur une pièce pour violoncelle et chef cuisinier. Et donc en fait, le chef cuisinier va cuisiner une bouillabaisse pendant qu'il va y avoir un dialogue entre un chef cuisinier, une violoncelle et de l'électronique. Et c'est cette idée d'imaginer des liens entre deux choses qui semblent ne rien avoir ensemble. Voilà, on peut découvrir des territoires qui sont absolument fascinants à construire d'une manière dynamique et à inventer. Donc ça, c'est vraiment mon processus de composition, procède toujours de cette manière-là. Alors Ecoumène a une place vraiment particulière dans mon travail, puisqu'en fait, c'est une pièce qui, d'une certaine manière, naît du public pour arriver jusqu'à la création. On a profité d'un dispositif de la SACEM qui s'appelle mise en œuvre, je pense, de mémoire, et qui permet à un interprète de passer directement une commande à un interprète. Et cette commande sera en partie financée par un financement participatif, et d'un autre partie, la SACEM va effectivement participer. Quand on passe un palier, la SACEM met la même somme d'argent à chaque palier qui est passé. Donc on renoue avec cette tradition des mécènes privés, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et également c'est une pièce qui a été écrite sur mesure pour François-Frédéric Guy. Il m'a dit voilà, j'ai envie que tu m'écrives un concerto pour piano qui puisse être dirigé du piano. François-Frédéric excelle dans cette discipline du jouer dirigé ou du diri-jouer, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et c'était un cahier des charges pour moi assez difficile à prendre en charge, puisqu'en fait il fallait vraiment que sur la partition je tienne compte des possibilités de direction ou au contraire de jeu soliste et plutôt virtuose du piano, donc il doit alterner entre les deux, donc ça c'est vraiment pris en compte dans la partition. Et cette pièce est vraiment
pour moi, ça symbolise vraiment l'œuvre la plus collective que j'ai jamais composée, puisque c'est un peu notre bébé à moi et à François Frédéric, mais aussi au public qui a participé, aux partenaires institutionnels, enfin l'Orchestre de Chambre de Paris qui a été voilà, un partenaire, l'Orchestre de l'Opéra de Limoges également. Et on a pu comme ça tous ensemble essayer de créer une sorte d'écosystème artistique voilà, qui a pu permettre l'existence de cette pièce assez singulière. Et dans mon catalogue, je pense, et aussi dans le fait de renouer dans cette tradition d'écrire un concerto pour piano qui soit joué et dirigé depuis le soliste en fait. Alors les sources d'inspiration pour Écoumène, deux philosophes, on parlait de philosophie tout à l'heure, donc le premier c'est celui qui va donner le titre à la pièce Écoumène, qui est un livre qui a été écrit par Augustin Berg en 1987, qui définit l'écoumène en fait comme l'étude des relations entre l'homme et son environnement. Et ce que je trouvais intéressant dans cette manière de conceptualiser ce terme, c'est l'idée que effectivement il y a l'anthropocène, c'est-à-dire la trace que l'homme va laisser de manière indélébile à l'environnement. Mais dans Écoumène, il y a aussi cette idée que l'environnement va aussi laisser une trace sur l'homme, en fait. Enfin, donc j'aime bien cette idée d'avoir une relation partagée, en fait, entre l'homme et l'environnement, quelle que soit l'issue d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est une première chose, et qui pour moi symbolise le dispositif d'un concerto, donc c'est-à-dire le soliste face à l'orchestre. Et le deuxième philosophe, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est François Julien, qui lui m'accompagne depuis vraiment pas mal de temps, voilà, que c'est un philosophe que je connais bien, on travaille ensemble, et puis ça fait vraiment quelques années que ces concepts nourrissent ma pensée compositionnelle. Et la manière dont François Julien questionne les ressources, il nous explique qu'effectivement on a tous conscience que les ressources écologiques sont en danger, mais il voulait aussi faire un parallèle entre ces ressources écologiques en danger et les ressources culturelles qui sont également en danger. La mondialisation, effectivement, a un impact à ce niveau-là qui est assez dévastateur, puisque, par exemple, il nous explique qu'en Chine, la majorité des adolescents chinois ont leur imaginaire qui est celui d'Harry Potter. Et que deviennent les ressources culturelles chinoises ? Ce qui est intéressant, c'est que François Julien pense les ressources culturelles non pas en termes d'identité, non pas en termes de quelque chose de figé, mais au contraire comme des choses qu'il faut activer, qu'il faut dynamiser. Et j'avais envie de questionner dans Écoumène le rapport, le lien qui pourrait exister justement entre les ressources écologiques, donc avec une pensée écologique du son très minime et très primordiale, puisqu'en fait la pièce va démarrer par un solo de rhombe, qui est cet instrument aborigène qui permettait à l'époque à cette tribu, il y a énormément d'années, de communiquer avec les esprits ou d'imiter le son du vent. Donc cette espèce d'onde ou de son primordial, de communiquer avec des ressources culturelles, qui étaient effectivement une des citations issues du 12e concerto pour piano de Mozart. Toute la pièce repose là-dessus, sur cette espèce de dialectique, mais pas forcément de dialectique, en tout cas de mise en regard, de mise en tension entre une pensée écologique et une pensée culturelle, et de voir comment les choses peuvent interagir ensemble en fait.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce concert déjeuner en compagnie de l'Orchestre de chambre de Paris, dirigé aujourd'hui par le pianiste François-Frédéric Guy. Alors aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de musique, mais aussi de philosophie, d'écologie et de recyclage, avec comme fil conducteur cette andante que vous venez d'entendre, le mouvement lent, le deuxième mouvement du concerto numéro 12 pour piano et orchestre de Mozart. Alors Mozart, après une rencontre assez enthousiasmante avec un autre compositeur, l'un des plus jeunes fils de Bach, le 18e exactement, Johann Christian, il décide de s'inspirer de l'une de ses pièces, la Calamita dei Cuori, pour composer le thème de son andante du concerto numéro 12 pour piano. Aurélien Dumont, lui aussi, dans une démarche de recyclage, de gestes écologiques, comme il va nous l'expliquer juste après, utilise ce thème comme motif premier pour sa pièce Écoumène. Alors je vous propose justement d'échanger avec Aurélien Dumont, qui est juste ici. Et François-Frédéric Guy, bien sûr. Alors, bonjour à tous les deux. Avant qu'on entre justement dans les détails de la pièce, de la genèse à l'interprétation, je suis toujours curieuse quand je lis un titre, le titre d'une pièce, parce que ça évoque déjà beaucoup de choses. Écoumène, c'est un nom très particulier, c'est une idée qui est défendue notamment par le philosophe Augustin Berg. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce titre ? Oui, tout à fait. Augustin Berg est un philosophe géographe qui a écrit un ouvrage en 1987 qui s'appelle Écoumène. Déjà, j'aime bien la sonorité d'écoumène, en fait. Je trouve ça très beau. Il y a la notion d'écoute aussi, je pense qu'on peut trouver dans ce titre. Et écoumène, pour Augustin Berg, c'est l'étude de la relation entre l'homme et son environnement. Donc, il y a un aspect un peu anthropocène qu'on pourrait voir à l'intérieur de ça. Mais ce qui est intéressant dans la manière dont Augustin Berg propose ce concept, c'est que c'est à la fois la trace que l'homme va laisser sur l'environnement, mais aussi la possibilité d'avoir une réponse de l'environnement sur l'homme, en fait. Donc évidemment, il y avait une métaphore qui pour moi était assez évidente, la métaphore du concerto. Donc la main de l'homme par François Frédéric, l'environnement qui sera plutôt représenté par l'orchestre. Mais voilà, c'est le point de départ et effectivement, ça ne sera pas aussi simple que ça dans la suite de l'œuvre. Et c'est toutes ces notions qui sont développées, on va le voir dans la partition. Alors cette pièce, c'est presque une pièce commune qui a fonctionné entre vous deux. C'est une commande de François-Frédéric Guy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue l'idée de cette pièce ? Comment ça s'est passé entre vous deux ? Oui, tout à fait. Je te laisse répondre. Bonjour à tous. Oui, c'est une belle histoire musicale et amicale. En 2015, Aurélien était en résidence sur la scène nationale de Quimper et on lui a demandé d'écrire une pièce qui était en rapport avec les Bagatelles opus 126 de Beethoven, la dernière œuvre que Beethoven a écrite. Et cette pièce qui s'appelle Les autres pages, Over Pages, Aurélien m'a demandé de la créer. Et il avait entendu dire que je jouais un petit peu de Beethoven de temps en temps, enfin dans certains de mes concerts, presque tous. Et donc voilà, ça a matché, comme on dit maintenant. Et j'ai vraiment adoré faire cette création, l'univers poétique d'Aurélien, qui n'était donc pas encore l'univers orchestral, c'était juste du piano, un petit peu préparé, mais du piano. Et j'ai été très, très touché, très sensible à sa poétique, on pourrait dire. Et quand il s'est agi, quelques années plus tard, avec l'Orchestre de chambre de Paris, de penser à une commande que je commanderai moi-même par une souscription, un crowdfunding, dont certains d'entre vous ici sont vraiment les responsables et que je remercie très, très chaleureusement pour leur soutien. Ben oui, quand on a pensé à ça, on s'est dit pourquoi je ne demanderais pas à Aurélien d'écrire un concerto dans l'esprit de ceux de Mozart et de Beethoven, c'est-à-dire diriger du piano. À l'époque de Mozart et de Beethoven, on dirigeait le soliste, quel qu'il soit, diriger l'orchestre de son instrument. Et alors évidemment, c'était un petit peu une gageure. Je lui avais dit aussi qu'il y aurait un concerto de Mozart j'allais dire en prélude immense et magnifique. Et voilà, il a tiré ce substrat mozartien. Il va vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, vous avez parlé du crowdfunding, parce que c'est une pièce collective, c'est une pièce qui est faite aussi grâce au public. Ça, j'aimerais bien qu'on le rappelle, c'est grâce au système ProArti de la SACEM, oui, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Oui, tout à fait. Et puis donc, on parlait tout à l'heure d'écoumène, d'écologie, etc. Il y a aussi un écosystème de l'œuvre, en fait. Et ce qui est très, très beau dans ce projet, c'est que
c'est une partie du public qui finance aussi la commande. Donc il y a vraiment, on renoue dans beaucoup de traditions et surtout on essaie de mettre en avant l'écosystème de l'œuvre depuis son financement jusqu'à sa création avec tous les partenaires qui nous ont vraiment suivis sur le projet. Alors c'est une pièce écologique, une pièce collective, mais aussi une pièce engagée. Vous aimez bien vous engager dans votre musique en général, soit par le biais d'idées, soit en faisant résonner d'autres disciplines artistiques avec votre musique, ou d'autres disciplines telles que la philosophie. Et vous êtes très proche du philosophe François Julien, qui nous demande, qui nous rappelle d'avoir une certaine vigilance face à la disparition et donc à la conservation, à la fois de nos ressources naturelles, bien sûr, mais aussi de nos ressources culturelles. Et c'est dans cette vigilance que s'intègre Ecoumène ? Oui, tout à fait. Ça fait quelques années que j'ai découvert la pensée du philosophe François Julien, qui a été très très utile pour moi d'un point de vue personnel, puisqu'en fait je partage ma vie depuis une dizaine d'années entre Paris et Tokyo, et François Julien a beaucoup travaillé sur la notion d'altérité. En fait, lui a vécu beaucoup en Chine, et j'avais besoin, je pense, d'outils intellectuels pour appréhender un peu cette particularité. Et dans les différents concepts que François Julien forge dans sa pensée, il a écrit en 2017, je pense, un petit ouvrage qui s'appelait Il n'y a pas d'identité culturelle. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Il n'y a pas d'identité culturelle, mais dans le sous-titre, il pose la question des ressources. Et il explique à un moment dans cet ouvrage qu'effectivement, on a une conscience partagée, même si, hélas, je pense qu'on n'en fait pas assez sur la dangerosité, en tout cas de la disparition des ressources écologiques. Mais François Julien a voulu faire un parallèle en disant que lui, dans son expérience, dans le temps qu'il a passé en Chine, il a eu l'impression que les ressources culturelles chinoises aussi étaient en péril, notamment par le fait qu'il a constaté que l'imaginaire des adolescents était en immense majorité bercé par Harry Potter. Donc la mondialisation qui aussi peut faire des dégâts à ce niveau-là. Donc penser les ressources culturelles non pas comme quelque chose de figé, donc à l'inverse d'une identité, mais au contraire comme quelque chose qu'il faut activer et redynamiser. Et le point de départ pour moi de cette pièce, c'était vraiment d'essayer de mettre en regard, de mettre en tension la question de la ressource écologique. On va voir que la question de l'onde sonore la plus pauvre, la plus abstraite aussi, la plus primitive, va cohabiter avec une présentation un peu particulière de ressources culturelles. Et ici, je me suis dit que ça serait intéressant d'utiliser comme ressource culturelle le 12e concerto de Mozart. Voilà. C'est donc un geste écologique, en fait, cette pièce. Oui, exactement. C'est un geste écologique. Et puis c'est vrai que vous allez voir, le matériau est extrêmement minimal. Il y a beaucoup de notes. Moi, j'écris en général très peu de notes, mais là, il y a un foisonnement de notes. C'est la première fois que j'ai écrit autant de notes, je crois. Mais par contre, c'est toujours la même chose. C'est obsessionnel, quoi. Ça va bouger sur des petites variations. C'est du recyclage, de recyclage, de recyclage, de recyclage. On va écouter déjà peut-être le thème de Mozart. Est-ce Oui, qu'on peut le tout à fait. réentendre, le début de cette andante et ses accords ? Et voilà ce que ça devient quelques siècles plus tard. C'est très étonnant d'entendre le piano sonner comme ça, parce qu'à la fois c'est une nouvelle sonorité qui est créée, un peu grinçante, un peu étrange, et à la fois ça me rappelle aussi presque le son du clavecin, donc un son antérieur. Et tu as noté sur la partition, je crois, un peu comme une harpe éolienne. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus sur cette harpe éolienne ? Oui, tout à fait. C'est attends, je vais juste vérifier. Voilà, c'est Henry Cowell, le compositeur américain du début du XXe siècle, qui avait écrit une pièce qui s'appelait justement Aeolian Harp, et qui en fait procède de l'idée de bloquer les accords avec le clavier. On les joue en muet, et puis ensuite on va gratter à l'intérieur des cordes, ce qui fait qu'on va avoir par sympathie, par résonance, des choses qui ne devraient pas faire partie de l'accord, qui vont se mettre à parasiter un peu le son. Et puis on va avoir effectivement cette idée de harpe aussi, qui est assez présente, puisqu'on a ce mouvement-là.
presque de prémonition du thème de Mozart, hein, parce que tu parlais de primitivisme du matériau, c'est un petit peu ça. Hein. C'est le Mozart rêvé avant même qu'il soit conçu. Et ce son particulier, en fait, cette expérimentation sonore, on va la retrouver tout au long de la pièce avec tout l'orchestre. C'est un petit laboratoire sonore écoumène. Alors parce que les instrumentistes vont être amenés à jouer d'autres instruments que les leurs, on va développer un peu. Ils sont amenés à souffler aussi, à créer un rythme intérieur à la pièce tout le long de la pièce. Et puis, il y a aussi ce que j'appellerais presque des objets non identifiés qui vont venir se mêler au son de l'orchestre, qui vont être orchestrés eux aussi, avec presque des objets du quotidien. Alors, on va en citer quelques-uns et les écouter. On a notamment les notes patafixées au piano. En fait, on n'a plus que l'essence même de l'attaque. Comment on trouve ce son? Comment on a l'idée de mettre de la patafixe dans son piano? Oh, c'est vieux ça. Hein. Voilà, on va dire depuis John Cage, depuis une 60aine d'années, même plus, les sonates pour piano préparées. L'idée d'aller modifier le timbre, d'introduire des ustensiles, des objets. Je crois que Cage utilisait des boulons, des vis, etc. à l'intérieur des cordes du piano pour modifier tout simplement le timbre. Et là, avec la patafix, il nous reste que les attaques en fait. Normalement, on est censé jouer ici sur l'extrême aigu du piano, mais on ne perçoit plus aucune hauteur. On va avoir aussi une plaque de plexiglas qui imite l'eau. Est-ce qu'on peut entendre ces plaques de plexiglas ? Et puis des sons parfois plus dérangeants, ça dépend évidemment des sensibilités de chacun. Alors on a des sirènes aux cordes, et puis aussi une plaque cette fois-ci de polystyrène. Oui. Qui est joué avec un archet, c'est assez crispant quand même. On va l'entendre. Oui. Je pense que c'est intéressant que... Voilà, donc tous ces objets vont se superposer et aussi des jeux évidemment sur les alliages entre différents timbres, puisqu'on a même un moment presque de musique de chambre au sein de l'orchestre, avec une résonance qui est créée entre le violon solo, le vibraphone et le corps qui va s'ajouter. Tout à fait, oui. On va peut-être écouter ça avec ces trois instruments et le piano. On va le refaire, on va l'entendre. Je vais faire résonner aussi la troisième pédale du piano. C'est un instrument résonnant encore plus. De grande précision. Là, on voit que sur une même note, un Fa, il y a plusieurs timbres qui viennent comme un agrégat de timbres en musique de chambre et sur lequel différents motifs que vous entendrez tout à l'heure vont s'agréger. Alors ça fait comme vraiment une rythmique, hein, et en même temps résonante, avec des alliages de timbres un petit peu inhabituels, vibraphone, violon, piano avec un accord pris dans la troisième pédale. Je montre juste une seconde. Ça permet d'avoir cette résonance en ayant l'attaque staccato. Et je résonne aussi. Parce que le premier accord, les notes sont posées sans son, la pédale enferme ces sons-là en résonance, et quand on joue un nouvel accord, c'est les notes qui n'étaient pas jouées qui vont résonner.
En fait, presque parfois, on dirait une musique de film muet, avec tous les bruitages qui s'animent au fur et à mesure. Et ce laboratoire sonore, il répond aussi à une idée, celle de lier l'ancien au présent, de faire dialoguer les ressources naturelles avec les ressources culturelles. Voilà, c'est s'articuler autour de cette idée que le passé nous nourrit. Oui, oui, tout à fait, oui. Le passé nous nourrit et voilà, et l'idée du recyclage, enfin, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a une analogie que j'aime bien faire en fait, parce que je travaille beaucoup sur justement on parlait de ça avec François Frédéric la dernière fois, c'est-à-dire que quand tu joues les citations de Mozart dans la pièce, tu n'entends pas que c'est tonal. On perd ça. C'est vraiment, c'est comme si l'objet devenait un objet trouvé parce que l'environnement n'est pas le même. Donc il y a des choses au niveau de la psychoacoustique qui apparaissent, qui sont absolument troublants. Et ce qui m'a un peu donné l'idée en faisant un parallèle un peu drôle ou un peu bêta avec les OGM en fait, et voilà, il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. Donc moi j'appelle ça des OEM, ce sont des objets esthétiquement modifiés, mais c'est un peu la même idée que les OGM, c'est-à-dire que je vais aller puiser dans la musique du passé un thème, un motif, un geste, un accord que je vais prélever, donc du coup décontextualiser, modifier génétiquement, modifier esthétiquement, et le réintroduire un peu comme si c'était une nouvelle semence, une nouvelle bouture dans mon terreau, et voir comment en fait cet objet va avoir une autre vie, voilà, une vie qui sera très éloignée de ses fonctions d'origine, mais on pourra toujours plus ou moins percevoir la source. Jusqu'à quel point on garde ou on perd cette source, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. On va écouter en musique ce que ça donne, oui. Un OEM, cet objet qui se transforme au fur et à mesure. Donc au début, c'est Mozart. Première transformation. Il y a ces dissonances qui donnent une nouvelle facette à ce thème qui paraissait si mélodieux. Et enfin, encore une modification, le thème disparaît un petit peu plus. Voilà pour ces OEM. Et encore plus loin, et vous allez l'entendre ensuite, vous essayerez de reconnaître à chaque fois ce thème de Mozart, ce petit OEM. Ce dialogue entre ressources naturelles et culturelles, il va se faire aussi grâce au timbre choisi, aux instruments employés, parce que cette pièce, elle est d'un seul tenant, mais on retrouve des parties, une certaine structuration. Alors, ça va démarrer avec un éveil sonore, où on repart avec le rhombe, parce que j'ai appris que c'était masculin. Je pense oui. Un rhombe, c'est cet instrument, au fond, on va le voir, on va l'entendre, qui est presque préhistorique et qui servait à imiter le bruit du vent, à imiter la nature, qui est aussi fascinant visuellement que sonore. Oui, tout à fait. Ouais. C'était vraiment cette idée de partir de la musique d'avant la musique en fait. Enfin, et ça avait d'ailleurs un rôle aussi une fonctionnalité spirituelle, je pense, puisque c'était les aborigènes qui utilisaient cet instrument. Donc il y avait aussi une manière de vouloir communiquer avec les esprits, communiquer avec l'au-delà, et ça imite effectivement le son du vent. On va l'écouter ce début, oui, pour entendre ce son du vent et voir ce rhombe. Voilà pour le début d'Écoumène que vous allez entendre juste après. Après cet éveil sonore, de nouveaux timbres vont arriver, pareil avec des instruments encore anciens, des instruments qui imitent le son de la nature. Cette fois-ci, c'est les apos, oui. Ces petits sifflets pipeaux qu'on crée pour imiter le son des oiseaux et qui vont venir se développer sur des nappes sonores parfois dissonantes, un peu étranges. C'est une façon aussi de lier toujours le passé, la nature à notre présent. Exactement. Alors on va écouter, on a d'abord le vanneau huppé, c'est le basson qui joue ça. Vient ensuite le rouge-gorge.
c'est la clarinette. Et puis, après ces oiseaux, justement, on fait un grand bond dans le temps, puisqu'on va entendre la trompette avec la sourdine wah-wah, qui est d'habitude une sonorité qu'on retrouve plutôt dans le monde du jazz. Tout à fait. Ouais. C'est une musique que vous aimez bien, le jazz? Ouais, j'aime bien, ouais. Et toutes ces couches sonores et temporelles, finalement, vont venir se superposer pour créer une texture orchestrale. Alors, on va avoir ce passage où on entend les pierres, finalement l'instrument le plus basique que l'on peut trouver. On aurait appelé ça un lithophone. On a ces pierres qui sont jouées au corps. Aux pierres va s'ajouter le tam. Le tam. Toujours avec cette vibration originelle. Oui. Les cordes vont ensuite créer une grande nappe sonore, une nappe de résonance. C'est ensuite le hautboïste qui va non pas jouer de son instrument, mais seulement de la hanche, c'est-à-dire le petit embout dans lequel il souffle pour faire le son. Et ensuite, on retrouve des instruments plus modernes. On a les trompettistes qui vont jouer de la gaine. Et enfin, un waterphone. Est-ce qu'on peut voir le waterphone, qui est cet instrument étonnant qui est joué avec un archet et qui, lui, a été inventé dans les années 60. Voilà ce que ça donne lorsque tous ces sons sont mis les uns sur les autres. Voilà, et tous ces objets sonores, eh bien, ils vont évoluer ensemble, s'agiter, même groover. Je ne sais pas si on peut dire ce mot groover, oui. mais il y a un moment rythmique assez incroyable au milieu de la pièce, avec ce concerto de Mozart en filigrane qui continue de traverser le temps, la partition, parfois un peu comme une réminiscence, parfois bien présent avec ces modifications qu'on a entendues, presque cette modernisation du thème, jusqu'à cette fin. Très étonnante où on se retrouve plongé en pleine nature et finalement tous ces objets sonores prennent leur place. Alors ça fait appel évidemment à l'imaginaire de chacun et si je me trompe il faut me le dire, mais moi j'ai eu l'impression de me retrouver au bord d'un marais à écouter chanter les grenouilles avant un retour assez brutal dans le monde de l'orchestre. Oui, après chacun, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir des paysages pour que chacun puisse aussi se projeter, puis se balader à l'intérieur, je pense, hein, dans une espèce de voyage un peu mental. Donc, il n'y a aucun problème, chacun peut imaginer ce qu'il veut, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Eh bien, Écoumène, avec l'Orchestre de Chambre de Paris et François-Frédéric Guy au piano.